au cours du temps. Eh bien, c'est là-dessus que nous travaillons. Parce que nous devons arriver à 100 milliards de dollars en 2020. Jacques-Olivier Berthès, François Hollande, lors de cette conférence de presse, a pointé le risque d'échec de cette COP21. Est-ce que ce risque est réel selon vous? Il y a un vrai risque. Tout à l'heure, on évoquait un tapis vert. J'ai envie de dire, là, c'est un peu une partie de poker pour François Hollande, qui s'est engagé avec beaucoup d'enthousiasme en 2012 pour organiser cette COP. Il aurait dû peut-être être un peu plus précautionneux parce que depuis 2005, il n'y a aucun pays du G8 qui l'organise. Pourquoi? C'est simple, c'est très dur de mettre 195 pays d'accord. Et donc, il y a un vrai risque qu'on ait soit un accord qui soit pas assez ambitieux, soit pas d'accord du tout. Est-ce que c'était un pari risqué, Michael, pour François Hollande d'organiser cette COP21? C'est évidemment un pari risqué parce qu'à la base, François Hollande, c'est pas quelqu'un qui est connu pour sa grande passion de l'écologie ou de la chose écologiste. Et en tout cas, il avait, depuis 2012, avec le Parti socialiste et dans son programme avant l'élection présidentielle, rarement entendu parler de l'importance de cette COP21. Alors oui, c'est un pari dangereux parce que s'il y a un échec, il sera imputé à la France, en tout cas, ou en tout cas à ceux qui n'ont pas voulu participer et avancer. Pour François Hollande, si c'est une réussite, c'est un coup de poker, c'est ce que vous disiez, parce que là, pour le coup, il récupérera la mise et quelque part, il va verdir la fin de son quinquennat avec une grande réussite internationale. Et ça va quelque part le replacer au milieu de la photo internationale. Ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé au 11 janvier. Vous vous rappelez de cette photo avec François Hollande, chef d'État, au milieu des autres chefs d'État et surtout au cœur de la photo. Voilà, c'est un double pari. Pari sur l'international et pari évidemment sur le national, sur pourquoi pas 2017 et il pourra déjà lancer cette campagne en 2017 en disant qu'il a réussi un joli coup. On entendait Michael, Jacques-Olivier Berthès, dire que François Hollande n'a pas franchement la fibre écologiste. Est-ce que vous diriez que le chef de l'État est désormais converti à l'écologie? En tout cas, dans les discours, on voit il se rend compte qu'il y a un vrai enjeu je dirais, écologique. Le problème qu'on a en politique, je me souviens d'une remarque de Philippe Martin, donc peut-être tout le monde a oublié que Philippe Martin était ministre de l'écologie du gouvernement Hollande. Il nous disait, le problème de l'écologie en politique, c'est vous touchez le dividende politique quand votre nom est sur une place dans une rue, c'est-à-dire que très après votre décès pratiquement. On est sur des enjeux très longs qui ont très peu de capacité à être intégrés dans des matrices politiques. On est sur des pas de temps très courts. Donc la séquence, en effet, pour Hollande, là, est assez compliquée et il a échappé à personne que ce matin, Cécile Duflot a lancé avec son livre, a fait un petit pied de nez à François Hollande, qui a d'ailleurs des petits soucis de communication sur ses annonces sur le climat. On voit que souvent, il y a un événement, un impondérable qui roule le message, qui a lancé sa campagne. Donc on voit dès maintenant, les régionales seront en pleine COP, que les enjeux nationaux et locaux vont être présents dans cette COP. Ça aussi, évidemment, et là, quelque part, mettre la COP au milieu de l'élection régionale, c'est vrai que c'était assez dangereux aussi par rapport à l'importance de ces élections aussi. Ça pouvait brouiller un petit peu le message. On va beaucoup parler d'écologie à ce moment-là. Alors c'est vrai que le vote écologiste aura peut-être aussi son importance. Comme souvent quand il y a un vote et qu'on parle d'un grand événement qui est lié à l'écologie, ça a souvent une répercussion dans les urnes. Alors on va voir si échec ou réussite, ça pourra avoir une importance aussi pour le parti majoritaire. Alors François Hollande, on l'a entendu dans l'extrait qu'on vient de passer, pointe ce problème du financement. Il n'y aura pas d'accord à Paris pour lutter contre le dérèglement climatique si les pays riches ne s'engagent pas à financer les politiques climatiques. Est-ce que régler ce problème de financement, c'est bien là le grand défi de François Hollande pour le mois de décembre? C'est un des grands défis. Il est clair qu'un accord, s'il n'est pas contraignant, s'il n'est pas financé, il a assez peu d'intérêt. Donc on sait depuis Copenhague qu'il y a des engagements à 100 milliards par an pour aider les pays du Sud à l'adaptation au changement climatique. Le problème, en plus, dans un climat global de crise, c'est que tout le monde en parle, mais personne ne met la main au portefeuille. Donc ça va être un des gros enjeux de faire payer aux pays riches l'adaptation au changement climatique des pays pauvres. Alors vous parlez de ce qui s'est passé à Copenhague, ce fameux fonds vert, ces engagements des pays riches envers les pays pauvres, un engagement de 100 milliards d'ici 2020, engagement qui pour le moment est loin d'être tenu. Là, on a assez peu d'éléments sur la table. On pense qu'on va y arriver, mais je répète, la crise étant passée, la compétition internationale jouant aussi beaucoup, les États étant assez exsangues financièrement, il y a un vrai souci de trouver ces financements. Donc tout le monde essaie de réfléchir à voir des solutions alternatives de financement.
Et comment contraindre justement ces pays riches à aider les pays pauvres? On est un peu dans un cercle vicieux finalement. Il n'y a aucune capacité, vous le savez bien, le système onusien ne permet pas de contraindre un pays à payer. Donc on est vraiment sur une problématique de solidarité internationale obligatoire qui repose sur la volonté de 195 États. Donc c'est un jeu assez complexe. Est-ce que, Michael, selon vous, cette COP21 est la dernière chance de parvenir à un accord universel sur ces réductions de gaz à effet de serre dont on entend parler depuis des années? Laurent Fabius a beau le répéter sur tous les tons, c'est l'accord de la dernière chance. Il faut dire qu'il y aura une nouvelle COP en 2022, ça sera au Maroc, et puis il y aura certainement une nouvelle COP encore après. Donc on a beau jeu de dire que c'est la dernière chance. Peut-être qu'effectivement, l'urgence climatique fait qu'aujourd'hui, les chefs d'État des 195 pays sont obligés aujourd'hui de trouver un accord, vu l'urgence. On sait quand même que s'il s'est reporté d'un an, ça ne sera pas non plus peut-être, c'est vous qui allez pouvoir me le dire, ça ne sera pas forcément un échec global sur les 10 prochaines années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de cette COP doit arriver un accord important, mais si c'est un échec ou un échec à minima, c'est pas irréversible. Non, il n'y a pas d'irréversibilité pour l'instant, mais c'est vrai que le temps est de plus en plus court, à mesure qu'on perd quand même beaucoup de temps, les émissions augmentent, et là on est déjà sur 60% des contributions des États ont été déposées, on est plutôt, si on regarde ce qui est posé sur la table, un réchauffement à 3 degrés, alors qu'il faudrait être à 2 degrés pour éviter des phénomènes d'irréversibilité, donc c'est pas très rassurant. Après, ce que je pointe du doigt, c'est vraiment que c'est la première fois depuis la COP de 2005 au Canada où c'est un grand État qui l'accueille, et c'est très important, et ça serait un échec pour les membres du G7, enfin du G8 assez important, et pour la France assez lourd, parce que c'est depuis les années 50 qu'on n'avait pas une grande conférence internationale. Donc pour François Hollande, il ne faut pas sous-estimer ce point-là, soit il rentre dans l'histoire, soit c'est une pierre de plus dans le sac à dos, et ça va être compliqué. Alors on attend toujours ce discours de François Hollande qui devrait conclure le lancement de cette mobilisation de la France pour la COP21. Vous le voyez sur ces images en direct. Une table ronde a lieu actuellement à l'Elysée autour de la ministre de l'écologie Ségolène Royal. Table ronde qui réunit notamment les représentants des élus, des collectivités. François Hollande qui devrait prendre la parole d'ici quelques minutes pour conclure cette matinée. On parlait de ce fameux fonds vert et du fait que Copenhague devrait forcément aboutir à un accord contraignant. Est-ce que, selon vous, il vaut mieux aboutir à un accord contraignant au risque que des pays ne le respectent pas et se découragent, ou plutôt François Hollande doit-il miser sur un accord plus rassembleur, quitte à ce que ce soit un accord à minima? C'est une vraie question. Elle a été posée par Ben Ki-moon quand il est venu à Paris au mois d'octobre. Est-ce que, en effet, il faut qu'on ait tout le monde à bord, ou est-ce qu'on doit amener tout le monde sur une feuille de route? Nous, on pense que, étant donné la situation, il va falloir essayer d'avoir un maximum de personnes à bord et être relativement contraignant, parce que sinon, on va avoir de gros soucis pour s'en sortir collectivement. Quel est le rapport de force entre les pays qui sont plutôt partisans d'un accord dur, contraignant, et ceux favorables à un accord plus minimaliste? Le problème ne se pose pas réellement comme ça, c'est-à-dire tout le monde est pour un accord contraignant et tout le monde est prêt de bonnes attentions après dans la réalité. La Chine, l'Inde sont plutôt favorables à un accord un peu plus minimaliste. C'est-à-dire que la Chine et l'Inde disent, écoutez, chers amis, vous avez quand même beaucoup participé au dérèglement climatique, nous maintenant on est en phase de croissance, on ne va pas se tirer une balle dans le pied alors qu'on a une croissance et on a le droit à un développement, donc c'est à vous de payer. Et en même temps, les pays du Nord se disent, écoutez, non, on ne va pas non plus faire perdre notre croissance qui est déjà difficile. Donc tout le monde est conscient du risque, et d'ailleurs la Chine et l'Inde le subissent déjà actuellement. Il y a des phénomènes climatiques très extrêmes, en particulier en Chine, avec la pollution et même les moussons. Mais personne n'est prêt, c'est comme tous les jeux de rôle, quoi. Personne n'est prêt à prendre ses responsabilités parce qu'on attend que l'autre le fasse et donc on peut rester en statu quo très longtemps. Alors la France, un pays hôte, s'est-elle déclarée prête à prendre ses responsabilités? On va écouter le Premier ministre, Manuel Valls, ce matin, qui a donc fait l'ouverture de cette matinée de mobilisation. Manuel Valls qui a annoncé des mesures, écoutez-le. Il y a enfin la tendance durable que nous enclenchons pour consommer moins de pétrole, moins de gaz. C'est ce qu'on appelle le désinvestissement sur les énergies fossiles et plus d'énergie renouvelable. Et nous devons le faire, bien sûr, dans le souci de préserver nos emplois industriels. Mais je veux le rappeler ici une nouvelle fois, nous supprimerons immédiatement
les crédits export pour tous les nouveaux projets de centrales à charbon qui ne sont pas dotés d'un dispositif de capture et stockage de CO2. Nous agissons avec les élus mobilisés, par-delà les clivages partisans, avec les parlementaires, les maires, les associations et bien sûr les entreprises et les partenaires sociaux pour faire en sorte que chaque citoyen, partout sur le territoire, s'investisse dans notre mission collective planétaire de sauvegarde du climat. Jacques-Olivier Barthès, on entend Manuel Valls ce matin annoncer des mesures. Il montre l'exemple, le Premier ministre? Alors, c'était un engagement de François Hollande lors de la dernière conférence environnementale, c'est-à-dire que la COFAS, la compagnie française d'assurance à l'export, ne finance plus les projets de centrales au charbon sans technique de stockage et de captation carbone. Donc ça fait quand même depuis l'année dernière qu'ils en parlent. Il y a eu des grosses discussions avec les services de Matignon parce que le Alstom est bien évidemment contre et mettait en avant les risques export, sachant qu'on a une balance commerciale qui n'est pas particulièrement bonne et des risques bien évidemment en termes d'emploi. Il y avait une grosse discussion qui s'est passée avec Ségolène Royal au mois de juillet. Et il faut savoir que le 17 septembre, c'est la raison pour laquelle la France prend ses décisions très vite, il y avait une réunion à l'OCDE sur ces questions-là. Donc vu que c'était un point dur avec les ONG, c'est un marqueur fort de bonne volonté. De bonne volonté, ça tombe bien aujourd'hui pour le lancement de la COP. Et puis ça tombe aussi quelques jours après, on va dire, un petit couac à nouveau sur Fessenheim. Donc ça tombe bien plutôt comme annonce. Bah, disons que c'est... Il se rattrape, Manuel Valls. Voilà, c'est un marqueur pour assurer le milieu de l'environnement. Ça vous inquiète, ces renoncements du gouvernement? On a entendu les propos ambigus de Ségolène Royal sur Fessenheim. Est-ce que vous êtes inquiet de ce genre de propos? On est surtout, peut-être pas inquiet, mais on est un peu désespéré, puisque le changement climatique, c'est vraiment un point important. Je rappelle que la France, il a fait le Grenelle de l'environnement maintenant il y a pratiquement 8 ans. Et depuis 8 ans, les politiques, ils sont quand même conscients des possibilités de développement en termes d'emploi, des impacts de la pollution. Donc c'est un sujet récurrent, mais on voit dans l'action publique, on a énormément de mal à tenir, je dirais, tous les bouts. Et on peut se retrouver, par exemple, avec un discours de François Hollande où il met en avant la question du changement climatique et derrière proposer des mesures qui vont totalement à l'encontre. Donc il y a un souci de cohérence. Moi j'étais très surpris, je voulais faire cette incise, sur la conférence de presse de François Hollande de lundi. Comme vous l'avez dit, il a évoqué la COP, mais c'était à la 11e minute et ça durait 40 secondes. Il n'a par exemple pas mis en avant, et tout le monde s'accorde là-dessus, que l'un des ressorts de la crise en Syrie, c'est quand même 6 ans de sécheresse liés à l'augmentation des températures. Donc le changement climatique, il y a des rapports de l'ONU, c'est 60 millions de migrants en plus d'ici 20 ans. Donc c'est vraiment, j'aurais souhaité qu'il en parle. Il en a parlé, François Hollande, de ce changement climatique. Il a dit que si les choses continuent comme ça, ce ne seront pas des milliers de migrants qui arriveront en Europe, mais des millions. Il a fait quand même le lien, François Hollande. C'est une des premières fois entre cette crise migratoire et ce problème climatique. Mais il a peut-être fait le lien, mais dans l'action publique, on voit que ça rentre pas. Par exemple, je regardais l'équipe de France qui a été présentée ce matin. Moi, je suis surpris que le ministre de l'Industrie, de l'économie et de l'industrie, Emmanuel Macron, fasse pas partie. A priori, les émissions de gaz à effet de serre, c'est en grande partie l'industrie. Certes, c'est pas le. C'est un problème politique, ça, Michael, le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas dans cette équipe de France de la COP21. J'avais pas vu qu'Emmanuel Macron ne faisait pas partie de l'équipe, mais bon, peut-être qu'il faut y voir un message politique ou pas. Moi, je veux pas faire de procès d'intention à qui que ce soit. Pourquoi est-ce que ça serait un problème politique selon vous? Moi, c'est pas tellement que c'est un problème politique, mais Emmanuel Macron, c'est ministre de l'économie et de l'industrie. Donc, c'est quand même quelqu'un, si on veut engager les entreprises françaises, qui est essentiel. Certes, Ségolène Royal, qui est une ministre dynamique, iconoclaste à l'énergie, mais l'énergie, c'est une petite partie du problème. Donc, là, vous touchez peut-être à un autre problème, ce sont les relations entre ministres. Alors là, effectivement, on pourra en parler, parce que c'est vrai qu'il y a aussi vous allez nous en parler, Michael, parce qu'il y a eu des problèmes de relations entre Laurent Fabius et Ségolène Royal. François Hollande a dû jouer les casques bleus pour organiser tout ça. Exactement, c'est vrai que depuis le début, on a bien vu que il y avait un peu de tirage entre Laurent Fabius et Ségolène Royal. Ségolène Royal qui au début voulait avoir un petit peu la primauté sur toute cette COP 21. Laurent Fabius, il allait de soi qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, avait lui aussi évidemment son mot à dire. Alors François Hollande, il avait remis les choses à plat, et il a fait une forme de synthèse à la Hollande normalement, et il a dit à Laurent Fabius: tu vas t'occuper de l'international, des relations internationales et de la diplomatie. À Ségolène Royal, les relations avec les associations et le reste, on va dire.
Ça a l'air de fonctionner. Vous allez pouvoir aussi nous le dire, vous, si ça fonctionne. Vous avez des relations avec Ségolène Royal? Oui, et Laurent Fabius d'ailleurs. Voilà. Écoutez, Donc ça fonctionne. disons que ce qui est bien, c'est qu'on a deux poids lourds politiques qui font bouger les choses. C'est-à-dire qu'on a une vraie habilité chez Laurent Fabius. On voit bien que là, j'ai envie de dire, il s'éclate là dans les affaires étrangères. Et Ségolène, bon, elle a repris le ministère. Elle avait redonné du poids. Les ministres précédents, avec tout l'amitié et le respect que je leur porte, c'est vrai qu'on se rappelle plus trop de ces ministres qui l'ont précédé. Là, on revient avec une écologie forte, avec en particulier le périmètre de l'énergie. Maintenant, je répète, ce matin, le Premier ministre a dit que tout le gouvernement devait s'y mettre. Il y a eu plusieurs séminaires intergouvernementaux, interministériels sur la stratégie développement durable, la stratégie bas carbone. Et moi, je suis un peu surpris de ne pas voir le ministère des Finances, enfin le ministère des Financiers, mais de l'économie. Et on se trouve que nous, dans les arbitrages qu'on voit, très souvent, Bercy rend des arbitrages anti-écolo ou tout au moins anti-climato-sceptique par rapport au service de Royal. Donc on aurait souhaité que M. Macron soit là. Alors on va parler de ce rôle de l'économie et des entreprises, surtout. Ségolène Royal l'a évoqué il y a quelques minutes lors de la table ronde qui se déroule actuellement à l'Élysée. Écoutez la ministre de l'écologie. Des entreprises qui ont, pour la première fois, c'est une vraie révolution économique, demandé un prix du carbone. Et la loi de transition énergétique va les obliger, mais elles vont adhérer volontairement puisqu'elles se rendent compte aujourd'hui qu'elles ont intérêt à s'engager dans le changement climatique, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action. Jacques-Olivier Barthès, les entreprises doivent prendre leur part dans cette mobilisation climat? Ah, c'est certain, c'est des acteurs essentiels. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui accélèrent. Si vous voyez en Chine, c'est maintenant certes le premier émetteur de gaz à effet de serre, mais c'est aussi le premier sur les énergies renouvelables. Aux États-Unis, ça avance très très vite aussi. Donc l'entreprise, c'est une source de pollution, mais c'est une énorme source d'innovation. Puis ne pas oublier que l'entreprise, c'est aussi des femmes et des hommes qu'on peut amener à devenir des éco-citoyens. Donc c'est essentiel. L'un des problèmes à Copenhague, c'est certainement on a trop minoré le rôle des entreprises qui elles-mêmes ont développé des stratégies de contournement à l'extérieur et qui impactent fortement, je dirais en termes de lobby, les choix des gouvernements. Donc il faut que les entreprises s'engagent. Après, elles s'engagent, ça va dans le bon sens. De nombreuses grandes entreprises s'engagent. Et il y a également un article de la loi de la transition énergétique, l'article 48, qui oriente les gestionnaires d'épargne, la Caisse des dépôts, les assurances, les mutuelles, vers des investissements compatibles avec ce scénario des 2 degrés. Les choses vont dans le bon sens. Ah, tout à fait. Alors il y a des choses très intéressantes sur la finance, qui est un point essentiel de notre monde, on le sait tous. Alors, François Hollande était très critique sur la finance, mais je pense que la finance, si on sait bien l'utiliser, peut avoir un effet majeur. Donc, il y a eu des annonces lors du Finance Day au mois de mai par la Caisse des dépôts, par AXA, par Bank of America, quand on sait qu'en effet, ils allaient décarboner leurs actifs. On sait que le fonds souverain, par exemple norvégien, c'est 900 milliards de dollars, décarbone totalement ses actifs. Il n'y aura plus du tout de carbone, ça soit du charbon ou du fossile. Donc, les choses avancent. Après, face, je dirais, au péril climatique qui est devant nous, il faudrait vraiment accélérer. Alors, il n'y a pas que les entreprises qui s'engagent, Michael, il y a aussi les collectivités, une mobilisation des collectivités très importante pour cette COP21. Oui, on se rappelle du mois de juillet avec ce grand sommet international qui avait lieu à Lyon pour les collectivités territoriales. Et il y avait l'ensemble des grandes villes, des grands maires du monde, et on avait vu quelque chose qui commençait à monter vraiment, un sentiment d'être entendu, d'être écouté, de vouloir absolument peser sur les avancées de cette COP21. Et là, les territoires, c'est vraiment extrêmement important, parce que tout part des initiatives qui se passent dans les villes du monde, dans les villes de France également. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. C'est très, très important, parce qu'ils veulent peser. Ils ont fait une sorte de mémorandum, en tout cas une proposition très concrète. Et il y aura des financements également très concrets qui seront annoncés lors de cette COP21 pour les territoires, pour les grandes villes. Je pense aussi aux villes du Sud. Et là, c'est extrêmement important aussi pour ces villes, parce qu'elles vont... C'est essentiel. Les maires, on parlait avec le maire de Dakar à l'époque à Lyon, et il nous avait dit que si j'avais le financement nécessaire, je pourrais aujourd'hui lutter contre le réchauffement climatique en Afrique. Et les villes comme Dakar sont extrêmement touchées par les gaz à effet de serre. Donc oui, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer. Elles espèrent être entendues. Elles espèrent peser sur ces négociations. Espérons aussi que le mémorandum qu'ils ont fait au mois de juillet à Lyon va aussi servir aussi à François Hollande pour pouvoir négocier. Cette mobilisation des collectivités, est-ce une condition sine qua non de la réussite de cette COP, pour reprendre les propos à Lyon justement de la secrétaire d'État Annick Girardin? C'est une condition sine qua non de la réussite de la COP, et c'est une condition sine qua non de la réussite de la
COP s'il n'y a pas accord. Je veux dire, l'avantage des territoires, c'est qu'ils sont plus près des réalités quotidiennes de nos concitoyennes et concitoyens, et là, ils voient que les choses changent. Et là-dessus, la France a une carte à jouer. Je trouve qu'il y a beaucoup de villes comme Paris, Lyon, qui sont engagées, Nantes. Il y a aussi une offre vis-à-vis des pays du Sud. La France développe une offre de villes intégrées, soutenables, avec les infrastructures. On a quand même des grandes entreprises, pour revenir aussi sur les entreprises, hein, ceux qui sont dans les infrastructures, je pense à Vinci et d'autres. Donc c'est un vrai enjeu. Et surtout, ça rend les choses très concrètes. C'est-à-dire qu'on sait que les émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup du transport. Quand vous changez les infrastructures, ça impacte déjà un quart de vos émissions pour la France. Et les collectivités, vous le disiez, elles vont plus loin souvent que les gouvernements, plus loin que les États. Est-ce que ce sont elles qui doivent jouer un rôle moteur pour cette COP ? Il est certain qu'elles doivent jouer un rôle moteur. Rappelez-vous, les États-Unis ne signent pas Kyoto. Ça peut empêcher plus de 1000 villes américaines de s'engager d'ailleurs derrière Arnold Schwarzenegger. Un État comme la Californie est très avancé sur sa législation sur le climat. Donc non, bien sûr, il faut que tous les échelons se bougent. Les entreprises, les territoires, les citoyens. C'est un mouvement collectif. C'est vrai que certains maires nous disaient même que le train avançait beaucoup plus vite que les trains au Niger. Et ça vous rappelle peut-être la phrase de Ségolène Royal, il y a peu de temps aussi, qui avait un peu déclenché une polémique, en disant que elle avait peur que ce ne soit pas dans ces grandes messes onusiennes que les décisions se prennent. Et à l'époque, ça avait fait un drame absolu, notamment avec Laurent Fabius. Par contre, quand on parlait avec les collectivités territoriales, avec les associations dont vous faites partie, elles nous disaient qu'effectivement, ce n'est pas forcément dans ces grandes messes-là où on arrive à trouver des décisions, alors qu'elles peuvent se prendre sur le territoire, au jour le jour, quotidiennement. Alors c'est vrai que ça va servir la COP21, c'est évident au niveau des États, des 195 pays qui vont s'engager, mais peut-être que ça se passe encore à un échelon juste en dessous, c'est-à-dire dans les villes, au jour le jour. Alors, il y a les collectivités. On va maintenant changer d'échelle, parler, voir un petit peu à l'international et parler notamment du pas en avant fait par la Chine, par les États-Unis sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que cela va changer la donne pour cette COP21 ? En tout cas, ça va dans le bon sens. Chine et États-Unis, c'est les deux premiers émetteurs. Donc, c'est un signal fort. Après, il faut voir aussi la conjoncture politique. Obama finit son mandat. Donc, il a une vraie propension. On va reparler de tout ça, Jacques-Olivier Barthès. François Hollande, vous le voyez sur ces images en direct à l'Élysée, va prononcer le discours de clôture de cette matinée. On l'écoute. Mesdames, Messieurs les parlementaires, les élus, Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe de France, l'équipe de France qui n'a pas pu être réunie dans son intégralité aujourd'hui, et je pense que cette équipe de France, c'est la France, avec tout ce qu'elle peut porter de messages, d'initiatives, d'envie et d'engagement. Aujourd'hui, nous avons montré que notre pays était capable de s'engager pleinement pour la conférence sur le climat, la COP21. C'est sûrement la conférence la plus importante que notre pays a reçue, au regard de son enjeu, mais également du nombre des délégués, des invités, ceux qui viendront parce qu'ils le sont, invités, et d'autres qui viendront même s'ils ne le sont pas. Des dizaines de milliers de personnes, peut-être encore davantage. Et je pense aussi à tous ceux qui seront reliés un moment à la conférence par les nouvelles technologies, par Internet, et qui seront aussi vigilants. Car il ne s'agit pas simplement de faire une réception, de faire preuve d'hospitalité. Nous pouvons avoir d'autres occasions de la montrer, cette hospitalité. Il s'agit d'être capable de réussir ce qui est le rendez-vous sûrement le plus essentiel que le monde s'est donné à lui-même. Nous n'avons pas la prétention de penser que nous aurions, parce que c'est la France, la capacité de réussir là où d'autres ont échoué. Mais en même temps, il se trouve que c'est en France que cette réunion se fait. Et comme Laurent Fabius l'a dit, c'est tard, c'est peut-être trop tard. Donc nous avons et l'urgence et la durée. L'urgence, parce que c'est maintenant qu'il faut agir, et la durée, parce que ce que nous déciderons là, à la fin de l'année 2015, c'est pour les 20, les 30 prochaines années que le monde va pouvoir décider et s'engager. Alors,
quel est l'enjeu précis? C'est à la fois de réussir un accord universel, un accord durable, un accord contraignant. Ça, c'est le fondement juridique de ce qui va être décidé. Et puis, il y a un autre enjeu qui, d'ailleurs, est lié au premier, c'est le financement. S'il n'y a pas les annonces qui sont attendues, mais pas simplement les annonces, les preuves qu'il y aura bien 100 milliards de dollars à partir de 2020 et chaque année, alors il n'y aura pas de conclusion de la COP 21, de la conférence de Paris. Où en est-on aujourd'hui? Il y a des progrès. Ils sont minces, trop minces encore, et donc il y a une incertitude. Je ne dis pas ce mot simplement pour donner un côté mystérieux à ce qui va se produire et à créer une forme de suspense quant aux résultats. Non, il y a à la fois des progrès et des inquiétudes. Le progrès, c'est que la prise de conscience, elle a considérablement avancé. Le 5e rapport du GIEC, qui est paru il y a un an, a sérieusement rétréci le champ et le camp des climato-sceptiques et réduit leurs arguments à néant. On en trouvera bien toujours un qui nous dira que ce n'est pas vrai, mais il sera bientôt tout seul. Les scientifiques ont su depuis 20 ans rassembler tous leurs travaux, et je veux ici les saluer, pour montrer à l'humanité que le réchauffement climatique est non pas un phénomène naturel, mais est lié à la combustion des énergies fossiles et au comportement humain. Ça a été bien dit. Ce n'est pas la planète qui se dérègle, c'est le vivant qui lui-même est responsable de cette détérioration et c'est lui, le vivant, qui est en cause. Autre signal positif, de grands pays, généralement les plus émetteurs, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, à eux trois qui constituent 50% des émissions de gaz à effet de serre, ces grandes puissances ont présenté des feuilles de route volontaristes. Et de nombreux pays, parfois même des pays très pauvres, ont également fait cet effort de montrer qu'il y a des solutions et qu'ils peuvent prendre, ces pays-là aussi, des engagements et non pas être considérés comme des victimes, mais comme des acteurs du changement. Autre signe positif, dans tous les pays du monde, toutes les sociétés civiles, dans toutes leurs composantes, ont porté des initiatives, ont suscité des innovations technologiques, économiques, sociales, culturelles, pour être partie prenante de ce qui va se passer à Paris. La France elle-même veut être exemplaire. Elle a adopté la loi sur la transition énergétique et la croissance verte. Elle la met en œuvre. Ségolène Royal en a donné quelques exemples. Et nous devons nous engager encore plus rapidement vers la voie d'une économie décarbonée. C'est-à-dire mettre en place des contributions carbone pour décourager les consommations, les recycler pour susciter des comportements vertueux. Nous devons stimuler encore davantage les énergies renouvelables et prendre des décisions. Le Premier ministre ici les a rappelées, notamment pour les subventions à l'exportation concernant les centrales à charbon. Voilà autant de signaux qui doivent être pour nous encourageants. Il est possible de réussir. Et puis, nous devons être néanmoins lucides. Il y a 60 contributions nationales qui ont été déposées aujourd'hui. C'est-à-dire, sur 198 pays participants, nous sommes au tiers, même si, heureusement, parmi les 60 contributions, ce sont les principaux pays qui ont déjà fait connaître leur feuille de route. Mais nous ne pouvons pas néanmoins conclure, quand nous agrégeons toutes ces contributions, que nous serons bien dans l'objectif de réduire de 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle. Alors on pourrait se dire, finalement, tant pis, mieux vaut encore des contributions qui nous mettent un peu au-dessus, et puis on se débrouillera bien pour la suite. Nous avons
nous, décidé de faire prévaloir une idée, qui serait de réviser régulièrement les objectifs et les moyens qui seraient affectés justement à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire ne pas considérer que ce que nous pourrions déjà acter à Paris à la fin de l'année serait définitif. Et même, nous aurions intérêt à évaluer et parfois à réévaluer les objectifs des pays qui ont porté leur contribution. Pourquoi nous voulons avoir cette ambition? Parce que nous ne pourrions pas dire, si nous étions interrogés, que nous ne savions pas. Alors, je dirais, pour reprendre une formule qui a été, hélas, trop utilisée, le XXIe siècle sera solidaire ou ne sera pas. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons marquer suffisamment d'actes pour que la solidarité puisse être réelle, ou alors il y a un risque pour l'humanité, y compris durant ce siècle. On le voit à l'égard d'autres crises. La mondialisation, elle n'est pas qu'économique, elle est aussi humanitaire, elle est écologique, elle est politique. L'isolement n'est pas possible, le repli n'est pas crédible et le nationalisme climatique est vide de sens. Qui peut imaginer que des frontières peuvent nous protéger par rapport au désordre, d'ailleurs quel qu'il soit? Nous devons maîtriser ces processus. Mais nous sommes dans une mondialisation climatique. Alors, la conférence n'est pas une réunion internationale comme les autres. Vous savez, ces réunions où l'on parle, nous avons l'expérience, où l'on déclare, où l'on négocie, parfois longtemps, souvent la nuit, vieille tradition sans doute, que l'on retrouve également dans la vie parlementaire, c'est de penser que la nuit, c'est mieux. Et parfois, ça peut effectivement faire qu'au petit matin, un accord peut être trouvé. Non, je ne crois pas à ce type de méthode. D'abord parce que la conférence sur le climat va durer plusieurs jours, donc plusieurs nuits. Il faut donc que nous ayons une méthode différente. Il ne s'agit pas de proclamation, il s'agit d'actes. Il s'agit de décisions. Et il s'agit donc d'engagements qui devront être durables. Ce qui va se décider, c'est très concret. Ce sont les politiques économiques, industrielles, agricoles, urbaines, énergétiques de demain. Et avec des conséquences elles-mêmes durables sur les modes de transport, de consommation, de production, de mode de vie. Ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement la qualité de la vie, comme il est souvent proclamé. Non, c'est la vie. La vie des populations, la vie des territoires, la vie des écosystèmes. Et c'est pourquoi, après la conférence, nous porterons l'enjeu de la biodiversité qui vient forcément conclure aussi nos engagements. Ce qui est en cause, ce n'est pas simplement la nature, la protection de l'environnement, la survie des espèces, qui pourrait n'intéresser qu'une partie de la population, celle qui est la plus consciente, et qui pourrait désintéresser l'autre partie de la population, celle qui a d'autres sujets de préoccupation, simplement la vie quotidienne, l'emploi. Alors nous devons faire comprendre que ce qui est également dans la négociation, c'est l'emploi, c'est l'activité économique, c'est la croissance durable, c'est la croissance verte. Voilà pourquoi je me félicite de la mobilisation qui s'amplifie jour après jour. D'abord, les régions, les collectivités locales ont multiplié les projets. Je veux saluer ici les élus de toute sensibilité. Il y a 500 territoires qui se veulent à énergie positive, 250 ont déjà été labellisés. Il y a partout, et vous en avez donné des exemples, des initiatives qui sont prises à l'échelle de proximité nécessaire. Et il y a également les organisations patronales, syndicales, qui alertent à présent leurs membres dans tous les secteurs de production, de services, sur les impacts potentiels, déjà réels, du changement climatique pour les activités et pour l'avenir de l'emploi. Et c'est pourquoi, avec le Premier ministre, nous avons voulu que la conférence sociale puisse également, ce ne sera pas le seul sujet, traiter non pas simplement des enjeux du climat, mais des conséquences
de la transition énergétique, écologique, sur les emplois d'aujourd'hui et les emplois de demain, de manière à les maîtriser, à les préparer, à les former, ces métiers-là. Et puis, il y a un autre indice, c'est la finance. Quand la finance commence déjà à intégrer dans ses normes, dans ses critères, les enjeux climatiques, je ne dis pas qu'il y a de l'espoir, mais il y a la prise en compte de ce qu'est la réalité. Et à cet égard, dans les choix d'investissement, et nous avons fait de nombreuses réunions avec les acteurs économiques, dans les choix d'investissement d'aujourd'hui, dans les agences de notation qui essayent de les hiérarchiser, le critère environnemental, le critère climatique est désormais pris en compte. Et puis, il y a les forces spirituelles, les grands mouvements de pensée, les grandes confessions qui se sont engagées. Nous avons rassemblé, c'était au Conseil économique, social et environnemental, ce qu'on a appelé le sommet des consciences, comme si une conscience pouvait être à son sommet. Mais c'était l'idée de pouvoir, là encore, réunir, rassembler des mouvements spirituels différents, mais en même temps portés par le même engagement, par la même conception de la vie. Et c'était très important qu'il puisse y avoir des textes qui puissent être publiés. Celui du pape a été forcément un éveil de conscience particulièrement utile et attendu et qui va bien au-delà de l'influence simplement du Vatican et de la hiérarchie catholique. Nous devons combattre l'insouciance. L'insouciance, c'est de ne pas connaître. Et c'est la raison pour laquelle il est très important que le ministère de l'Éducation nationale puisse faire évoluer ses programmes, les activités scolaires dans cet esprit, et puisse également, à l'occasion de la conférence de Paris, simuler des négociations dans les classes, dans les établissements, faire une semaine du climat, créer des éco-délégués dans les établissements scolaires, ceux qui vont porter cette belle idée, ceux qui vont également diffuser ce qu'ils connaissent de l'enjeu, parce que nous devons en faire aussi un objectif de connaissance et de savoir partager. Et puis, il y a un autre risque que l'on connaît bien, c'est l'insouciance. Il y a toujours dans l'esprit humain l'idée que nous sommes tellement puissants, nous, les hommes, les femmes, que nous pourrons toujours avoir la réponse le moment venu au risque qui est devant nous, à la menace qui nous gagne, qu'il y aura bien une solution, qu'il y aura bien un savant, il y en a beaucoup dans la salle, qui nous trouvera la réponse pour éviter de faire nous-mêmes l'effort. Non, il n'y a pas la réponse, il n'y a pas de miracle. Il y a ce que la science, la recherche, la technologie pourront faire pour atteindre l'objectif. Et à cet égard, la conférence sur le climat, c'est une conférence de progrès scientifique, de culture de l'innovation et de grande confiance justement dans la recherche et dans la science pour mettre les technologies au service de l'ambition qui est la nôtre. Et puis il y a aussi, j'évoquais ce que peuvent penser un certain nombre de dirigeants de pays vulnérables, de pays pauvres, qui se demandent si, pour eux, qu'ils sont responsables de rien, il faut en plus qu'ils ont à assurer leur propre croissance, leur propre développement, avoir des contraintes environnementales qui pèsent sur leur pays et leur nation. Alors nous devons réussir le transfert des technologies. Et c'est pourquoi les financements sont si importants, pour que nous puissions donner à ces pays, offrir à ces pays, transmettre à ces pays les technologies qui leur permettront de ne pas connaître le parcours qui a été le nôtre à travers l'usage inconsidéré des énergies fossiles. Et à l'échelle de notre propre pays, il nous faut mettre en place des mécanismes pour que les plus modestes ne vivent pas la lutte contre le réchauffement climatique comme un risque pour leur pouvoir d'achat. Mais ça a été démontré. C'est avec les dispositifs que nous avons mis en place, le crédit d'impôt, les subventions, les certificats d'énergie, tout ce que nous pourrons mettre en place pour que ce soit un gain de pouvoir d'achat, en plus d'être un gain de croissance, un gain de pouvoir d'achat lorsque les bâtiments sont isolés, lorsqu'il y a des compteurs intelligents, lorsqu'on peut utiliser d'autres modes de transport que son propre véhicule personnel, lorsque les transports collectifs eux-mêmes peuvent être modernisés, lorsqu'il y a une prime pour les véhicules électriques. Voilà ce que nous pouvons aussi apporter à travers la conférence sur le climat. Je voudrais dire aussi que c'est
un autre système économique qui se prépare à travers ce rendez-vous, ce qu'on appelle l'économie décarbonée, qui est une économie très compétitive et qui permet de mobiliser beaucoup d'entreprises, et je salue ici leur présence. Alors, la conférence sur le climat, c'est aussi l'agenda des solutions, tout ce qui peut émerger, tout ce qui peut être au service de la même ambition et porté par des collectivités, des entreprises, des citoyens, et qui, là aussi, sera recensé dans la conférence et qui pourra être consacré à travers l'accord qui sera signé. Et ce seront des réponses concrètes en matière de logement, d'alimentation, d'accès à l'eau, à l'énergie. Enfin, 2016, la France, j'espère, aura été le cadre d'un accord sur le climat, mais ça ne sera pas un point d'arrivée, ce sera un point de départ. Nous ne serons pas d'ailleurs soulagés nous-mêmes, je parle ici du gouvernement, des autorités, si la conférence s'est bien passée. Je ne parle pas simplement de l'ordre public. Si elle s'est bien passée, ça veut dire si un accord ambitieux a été trouvé. Non, nous serons toujours responsables. Parce que la conférence de Paris, ce sera le moment où la France accédera à la présidence sur ces questions-là, jusqu'à ce que le Maroc puisse à son tour assurer la COP 22, car c'est un long chemin, mais qui ne pourra être véritablement poursuivi que s'il y a un accord. J'évoquais ce qui nous reste à faire. D'abord, l'Assemblée générale des Nations unies à la fin du mois. Avec Laurent Fabius, nous avons souhaité et obtenu que le secrétaire général des Nations unies puisse avec nous réunir les chefs d'État et de gouvernement en marge donc de l'Assemblée générale pour que nous puissions avancer. Et nous faisons cet effort-là parce que nous pensons que c'est avant la conférence de Paris que l'accord doit être trouvé. Ça sera donc une étape très importante. Nous aurons à cette occasion à prononcer des discours et j'évoquerai notamment l'objectif de la France d'un prix progressif donné au carbone, de manière à ce que nous puissions converger à terme et trouver un corridor, un couloir pour un jour un prix unique. Ensuite, il y aura un deuxième rendez-vous. Michel Sapin, ministre des Finances, en sera, j'espère, l'acteur principal, puisque ce sera à Lima, et c'est là qu'il faudra trouver les 100 milliards. Ils ne sont pas à Lima, mais c'est un vieux rêve, une vieille chimère que beaucoup ont à un moment espéré trouver. Non, il faudra que chacun des pays puisse confirmer ses engagements ou en ajouter d'autres. La France aussi d'ailleurs, qui aura à faire des propositions supplémentaires pour atteindre non seulement notre contribution au fonds vert, mais les 100 milliards. Comment ils peuvent venir ces 100 milliards? De la contribution des États, oui, des acteurs publics, sûrement, des partenaires privés, nécessairement, des grandes banques de développement, des grandes institutions financières, des grandes organisations non gouvernementales. C'est 100 milliards qui seront ainsi réunis chaque année, parce que ce sera un investissement que nous devrons faire chaque année. Et il nous faudra trouver des ressources nouvelles, ce qu'on appelle des innovations financières. Parmi ces innovations financières, la taxe sur les transactions financières que les pays européens préparent, et la France, de nouveau, sera à l'initiative pour que cette taxe puisse être prête le moment venu, c'est-à-dire au moment de la conférence et au-delà, pour que nous puissions être sûrs de cette ressource et qu'on puisse l'affecter à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y aura le Conseil européen mi-octobre où nous aurons à confirmer nos engagements après beaucoup d'autres. Et il ne faudrait pas que l'urgence humanitaire à laquelle nous nous efforçons de répondre puisse effacer d'autres urgences. Toutes les urgences, finalement, sont cohérentes entre elles, hélas. C'est parce qu'il y a aussi des guerres qu'il y a ces mouvements de population. C'est parce qu'il y a du terrorisme qu'il y a ces familles qui fuient. C'est parce qu'il y a des dictateurs qui utilisent des armes chimiques que des populations cherchent un abri et une protection. Mais le plus grand nombre de déplacés, de réfugiés, sont provoqués par le réchauffement climatique.
On parle de l'effort des pays du Nord pour accueillir un certain nombre de personnes qui aujourd'hui cherchent un avenir ou en tout cas un présent ici en Europe. Mais les plus grands nombres de réfugiés, de déplacés sont accueillis dans les pays du Sud. 80% des réfugiés sont au Sud. Donc nous avons à traiter cette question du climat aussi pour éviter d'autres urgences qui sont ces urgences humanitaires. Alors ce sera le rôle du Conseil européen et ensuite du G20 en Turquie et nous devrons être capables de lier les ambitions de développement, de croissance à travers cette vision sur le climat. Bien, il nous reste 3 mois pour que ces négociations avancent, 3 mois pour que nous puissions avoir un préaccord avant la réunion de Paris, 3 mois pendant lesquels vous allez multiplier les événements, les initiatives, les expositions, et notamment technologiques, artistiques, culturelles. Les démonstrations vont être faites. Il y a un esprit partout qui ne demande qu'à être stimulé. Il y a une chance sérieuse que nous puissions réussir. Il y a un risque majeur que nous échouons. Tout dépendra, bien sûr, de la capacité, de la volonté des États, mais aussi de la force des peuples, de la force des mouvements que vous représentez. La France devra être exemplaire, je l'ai dit, dans tout domaine, y compris dans celui de l'organisation. Recevoir 196 pays, beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, 2000 ONG, 40 000 délégués, c'est un effort exceptionnel de logistique, de transport, d'organisation, mais c'est aussi une opportunité formidable, formidable pour le département de la Seine-Saint-Denis, formidable pour Paris, formidable pour la France. Des générations nouvelles vont se mobiliser, une conférence jeune sera ici réunie, ça sera une vitrine des technologies environnementales, de toutes les technologies, une présence de tous les territoires de France, des créations artistiques, des rassemblements autour de la musique. Donc c'est la France qui va s'exposer pour le monde. La France, elle a choisi de s'exposer, y compris en risque, pour réussir cette conférence. Souvent, on fait cette plaisanterie, on ne la fait plus, mais enfin, elle est commode. Nous étions candidats pour accueillir cette conférence et nous l'avons obtenue, nous étions les seuls. C'est parce qu'il y avait ce risque, mais c'est parce qu'il y avait cet enjeu et que beaucoup de pays regardaient vers la France, comme souvent. Parce que lorsqu'il y a un moment, une étape à franchir, une révolution à faire sur un certain nombre de droits, c'est vers la France que l'on regarde. Et il ne faut pas en avoir peur, au contraire, il faut en être stimulé. C'est la France donc qui va s'exposer, qui va s'engager, qui va se mobiliser, qui va se rassembler au-delà des sensibilités. Nous n'avons pas un instant à perdre. La conférence sur le climat, c'est maintenant. En avant la COP 21. Le président de la République a donné le coup d'envoi de la grande mobilisation de la France pour cette conférence climat qui se déroulera à Paris au mois de décembre. Nous allons revenir sur les propos de François Hollande avec Jacques-Olivier Barthès. Rebonjour, représentant WWF France, et Mickaël Zamès, notre chroniqueur politique. Alors Mickaël, on est passé de François Hollande le pessimiste lundi à François Hollande l'optimiste. Vous vous rappelez, hein, la COP c'est maintenant, ça rappelle des souvenirs. Ouais, c'est une mobilisation, c'est un appel à la mobilisation de la part de tous, parce que ce qu'a voulu dire François Hollande, c'est que au-delà de la COP 21 qui paraît comme un mot que les gens ne comprennent pas forcément, d'ailleurs c'est une mobilisation de tous les citoyens, et dans l'environnement il y a tout. Dans l'environnement il y a les finances, l'industrie, l'emploi, la paix. Il a insisté très, très lourdement également sur l'impact que pouvait avoir l'impact des migrants, dont on parle énormément dans l'actualité aujourd'hui, que grâce à un accord on pourrait aussi avoir la paix dans le monde. Donc c'est très important cet appel à la mobilisation. Il est passé aussi d'un sentiment d'échec lundi dernier, où il a un peu affolé tout le monde. Lundi dernier, il parlait de possible échec. Aujourd'hui, il est possible de réussir. Oui, mais il reste quand même lucide. Hein. C'est une façon de positiver tout en ménageant une porte de sortie si jamais il y avait un échec. Bon, on sent que la sémantique est en train de bouger. On est passé d'un côté plutôt négatif à aujourd'hui une espèce d'envie de positiver. C'est normal, on se mobilise, c'est le lancement de la COP. La COP, c'est maintenant, a-t-il dit.
Jacques-Olivier Barthès, avant de revenir sur les points précis de ce discours, vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu? C'est un bon discours. De toute façon, les présidents français depuis Johannesburg et Jacques Chirac font plutôt des bons discours sur les questions environnementales. Il y a des marqueurs intéressants comme le prix progressif du carbone, qui était une demande récurrente des ONG, la taxation sur les financements, sur les transactions financières, qui était aussi un point important. Si on ajoute ce qui s'est dit aujourd'hui sur la COFAS, bon, on a des marqueurs assez intéressants. Après, j'ai envie de dire, il va falloir voir concrètement, au-delà des annonce ce qui va être fait. Alors, Michael, un petit mot, non? François Hollande, oui, bien sûr, François Hollande est revenu bien sûr longuement sur ce qui va être le grand défi de cette COP, le financement. Il est notamment revenu sur ce fameux fonds vert dont nous parlions tout à l'heure, cette promesse de Copenhague, promesse des pays riches de donner 100 milliards d'euros aux pays pauvres pour les aider à financer cette transition énergétique. Ça va bien être là le grand défi de cette COP, Jacques-Olivier, ce financement. Il a clairement mis en avant le fait que quand on parle d'argent, là on rentre dans les choses sérieuses. Donc la nature de l'accord, c'est un point essentiel, son ambition, son caractère contraignant, mais surtout si on veut qu'il soit efficace et qu'il soit vraiment possible de le mettre en application, il y a cette question du financement. Et d'ailleurs aussi, il évoquait la question qui est un point important aussi des dommages qui est à l'agenda onusien depuis 3-4 ans, c'est-à-dire qu'il y a les pays du Sud qui demandent des transferts de technologie pour les aider à répondre aux événements extrêmes, qui est un point qui a été traité par l'Amphabus au début du mois. Et là aussi, mais il va falloir s'y mettre et tout ça, c'est de l'argent. Et ça, c'était un point, les compensations de ces dommages que la Banque mondiale estime à 200 milliards d'euros. C'est énorme. Ah, tout à fait. Ça va fortement impacter les économies du Nord. Donc, c'est la raison pour laquelle personne n'est très prompt à mettre la main au portefeuille, je le répète. 100 milliards à trouver chaque année. Chaque année. Chaque année. Et donc, il envoie visiblement Michel Sapin à Lima, au Pérou, pour essayer de trouver, en tout cas de mobiliser tous les acteurs, et notamment... Vous avez peut-être fait attention à cette petite phrase qu'il a dit sur la finance. Là aussi, c'est encore en écho à un fameux discours du Bourget sur mon ennemi, c'est la finance. Là, il a parlé de la finance comme étant consciente de ce qui est en train de se passer sur l'environnement aujourd'hui, sur l'impact que doit avoir le monde de la finance sur l'environnement. Là, on comprend aussi que le message est en train de passer, que la finance est en train de bouger. Et là, il l'a souligné, c'est important, car ça veut dire que tout le monde est mobilisé et qu'il peut y avoir un espoir de réussite, comme aussi une possible sortie en cas d'échec. Simplement, cette petite phrase sur la finance, elle a son importance aujourd'hui quand on regarde avec un petit peu de recul les discours qu'a pu tenir François Hollande jusque-là. 100 milliards d'euros, la France a déjà donné 1 milliard. Nicolas Hulot, ce matin, dans Libération, disait qu'il faudrait faire plus. Est-ce que la France a les moyens de faire plus dans le contexte économique actuel? Ça, c'est une vraie question. Bon, évidemment, on pense tout de suite aux contraintes budgétaires imposées par Bruxelles. Enfin, il y a plein de facteurs qui rendent la situation compliquée. Moi, ce que je voudrais pointer du doigt aussi, c'est dans le discours de François Hollande, il a beaucoup avancé cette question de la finance. Il y a un point qui me semble manquer, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'un des échecs actuellement du quinquennat de François Hollande, c'est la fiscalité écologique. On continue à subventionner. Alors certes, on ne va plus subventionner les énergies fossiles, mais tout ce qui est lié à la pollution. Et là, c'est un peu un échec pour quelqu'un qui était très bon en fiscalité. Je suis un peu déçu. J'aurais attendu qu'ils reviennent sur cet engagement sur la fiscalité, qui peut beaucoup aider. C'est-à-dire que si vous polluez et vous devez payer ce que vous polluez, vous trouvez de l'argent. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a une assemblée générale de l'ONU à la fin du mois. François Hollande en a parlé dans son discours. Est-ce que cette assemblée générale de l'ONU, elle sera décisive dans la mobilisation des chefs d'État et de gouvernement? Des échos qu'on a à la diplomatie française, François Hollande va s'y appliquer personnellement aux côtés de l'Amphabus parce qu'ils ont vraiment l'impression que c'est un peu tout va se jouer pour le préaccord, donc milieu du mois d'octobre. Donc ça va être essentiel. Parce que si on comprend bien, l'accord, il ne va pas avoir lieu à Paris. L'accord, il aura lieu avant. C'est avant que l'accord doit être trouvé. Exactement. Tout va se jouer là. Et là aussi, à la COP, par exemple, les chefs d'État, ils auront le droit d'intervenir au début et pas au milieu, pas à la fin. Ça veut dire aussi que là, on va laisser les négociateurs négocier et que les chefs d'État vont jouer un rôle d'impulsion et que tout va se jouer bien avant. On a bien compris aussi. Ça, c'est important, ce que dit Michael, que les politiques interviendront au début. C'est ce qui avait participé à l'échec de Copenhague, où les négociateurs avaient commencé, les politiques étaient intervenus à la fin. Est-ce que là, le fait qu'on inverse les rôles pour cette COP 21, ça montre que l'intention politique est réelle et surtout, est-ce qu'elle sera suffisante, cette intention politique?
Ça, c'est une vraie question. Là, il y a eu d'ailleurs, il fait une petite, j'ai un petit pied de nez à son prédécesseur sur le fait qu'on pense que dans la nuit, on va régler les problèmes, puisque c'était passé comme ça. Les chefs de l'État à Copenhague avaient complètement vidé moi, j'y étais, donc je m'en souviens très bien. Ils avaient vidé tout le monde et ils s'étaient retrouvés à 10 dans un bureau. Il y avait à l'époque Gordon Brown et Obama et Sarko, en pensant qu'ils réglaient le problème. Bon, on a vu que c'est un échec. Là, on prend le problème d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on va mettre, je dirais, une vision politique, une feuille de route politique, et après rentrer dans les détails avec les techniciens. C'est une autre façon d'appréhender le problème, espérons que ça marche. En même temps, on a vu que Ségolène Royal était assez critique aussi sur ce qu'elle appelle le barnum onusien et le fait que les négociateurs, finalement, sont dans un ronron perpétuel et que ça manque de politique. Il y a un autre domaine sur lequel on prend le problème d'une autre façon. Pour reprendre vos propos, c'est celui des contributions. À Copenhague, on avait attendu la dernière minute pour que les États rendent leurs contributions. Là, les contributions doivent être rendues bien en amont. Alors certes, il n'y a que 60 pays sur les 198 qui les ont rendues, mais est-ce que cette nouvelle façon de procéder, là aussi, ça mène la France et la COP21 sur la route du succès ? Ça permet surtout d'être clairvoyant, c'est-à-dire que là, on a 60% des émissions qui sont sur la table, comme l'a rappelé François Hollande. Si vous prenez la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, vous êtes à ces 60%. C'est le premier, deuxième et troisième émetteur de CO2. Donc, ça nous donne quand même, je dirais, une jauge des engagements et qui nous permet dès maintenant, et je pense c'est ça un peu qui stresse le gouvernement et le chef de l'État, enfin l'exécutif, c'est qu'on est à 3,1 degrés. Donc, étant donné que, comme toute grande messe onusienne, c'est je dirais le récit qu'on va donner de cette messe qui va être déterminante. Donc il pose des jalons en disant on sera sur une trajectoire positive, mais il n'y aura peut-être pas ce qu'on attend à Paris. 3 degrés, pour être clair, pour les téléspectateurs, c'est un degré de plus que l'objectif. C'est fixé pour éviter l'irréversibilité sur le changement climatique. Exactement. Ouais. François Hollande a également parlé de la crise migratoire. Il a encore fait le lien entre les réfugiés et le réchauffement climatique. Le plus grand nombre de réfugiés est provoqué par ce réchauffement climatique. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est un argument qui pourra peser lourd dans la balance ? Je ne sais pas si c'est un argument qui va peser lourd. Moi, j'étais assez intéressé par deux éléments de langage, deux marqueurs. C'est une critique forte du nationalisme climatique, que je pense intéressant, qui est, à mon avis, quelque chose qui peut tout à fait garder dans un contexte national français. Donc, vous voyez très bien qui y pense, dans un contexte pré-élection présidentielle. Et la mondialisation climatique. L'idée que s'il y a bien un domaine dans lequel on ne va pas arrêter avec les frontières, les phénomènes, c'est bien le climat. Donc, je pense qu'on a une piste intéressante en termes de communication présidentielle, c'est-à-dire cette idée de pourfendre les positions. On a vu celle en partie Nicolas Sarkozy ce matin dans le Figaro. Tous ceux qui seraient pour un recroquevillement de la France sur elle-même, mettre en avant